Russie, Sibérie occidentale. Le sous-sol de cette région recèle les plus importantes réserves de gaz du monde. Un trésor gigantesque auquel de nombreux pays européens veulent accéder aux meilleurs tarifs possibles. Pour cela, de nombreux gouvernements, notamment allemands, ont toléré la politique étrangère agressive de la Russie. Ce gaz russe bon marché est extrait et commercialisé par l'entreprise d'État Gazprom. Elle est l'arme la plus efficace de Vladimir Poutine et de son unique objectif politique, redonner à la Russie la puissance de l'ancienne Union soviétique. К инфраструктуре добычи и транспорта какого? Где у вас добыча? Какие вы нас пустите месторождения? Какие у вас есть магистральные трубопроводы? Если этого нет, а этого нет, тогда мы должны найти способ адекватного возмещения. Les prospecteurs du secteur de l'énergie sont toujours à la recherche d'un immense gisement. Ils veulent un gisement à faible coût unitaire qui leur garantira une exploitation sur 30 ans. Mais à notre connaissance, il n'en reste plus que très peu sur la planète. La quantité d'hydrocarbures russes est énorme. Une grande quantité à un faible coût unitaire. Pour l'Allemagne, se fournir en gaz russe est imbattable d'un point de vue purement économique. Jürgen Hambrecht a dirigé BASF pendant 8 ans. C'est le plus grand groupe chimique du monde. Pour BASF, le gaz a une triple importance. D'abord, et c'est le point essentiel, c'est une matière première. La chimie commence avec l'atome de carbone. Deuxièmement, nous avons besoin de nous chauffer. Et troisièmement, il nous faut de l'électricité pour faire fonctionner nos installations. Et pour cela, nous avons également besoin de gaz. Dans sa stratégie gazière, BASF a toujours mis l'accent sur une chose: minimiser les risques d'approvisionnement. Et cela implique un accès direct au pétrole et au gaz. C'est la raison pour laquelle nous voulions extraire nous-mêmes jusqu'à 50% des hydrocarbures que nous utilisons. Cette préoccupation a été le moteur de tout ce que nous avons fait. 10 jours avant les élections législatives allemandes de 2005, BASF, E.ON et Gazprom signent un contrat portant sur la construction d'un gazoduc en mer Baltique. En 2003, nous avons rejoint une co-entreprise destinée à la mise en production d'un nouveau gisement de gaz en Sibérie occidentale. L'objectif était d'acheminer le gaz bon marché vers l'Europe centrale. Pour cela, nous voulions un gazoduc pour relier l'Allemagne à ces gisements. C'est comme ça qu'est né Nord Stream 1. Le chancelier Gerhard Schröder est depuis des années un allié essentiel du groupe BASF. Ich habe deutsche Interessen zu vertreten, insbesondere was die Sicherheit der Energieversorgung der deutschen Wirtschaft angeht. Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Dès 2006, Richard Anderson, un ancien analyste de l'OTAN, a étudié la manière dont le gaz pourrait devenir une menace pour la sécurité de l'Europe. Les analystes militaires ont pour habitude de considérer l'énergie comme source potentielle de conflit. La domination russe sur le marché énergétique est une question qui préoccupe les analystes de l'OTAN et sur laquelle ils planchent depuis plusieurs décennies. Le gaz naturel est utilisé pour produire de l'électricité et pour le chauffage. Il est aussi fondamental dans la fabrication des plastiques et des engrais. Le gaz est le moteur essentiel à de nombreuses économies industrielles. Voici une ancienne carte de l'URSS. Ici, au centre, on peut voir certains grands gisements de gaz naturel et de pétrole qui ont été exploités à l'époque soviétique. Dans le cas de la Russie, il est devenu très clair, en particulier ces derniers temps, que la question énergétique pouvait provoquer une guerre.
En 1963, l'administration Kennedy a voulu empêcher la construction de l'oléoduc Druzhba, qui relie l'Union soviétique à l'Europe de l'Est. L'entreprise Mannesmann en fournissait les tuyaux et autres matériels. Le gouvernement américain leur a dit d'arrêter, ce qu'ils ont fait. Avec le chancelier Willy Brandt, l'Allemagne s'engage dans une nouvelle politique d'ouverture à l'Est. L'heure est à la détente et aux échanges commerciaux. Plusieurs contrats de construction de gazoducs sont signés. 1970 voit le lancement d'un chantier de gazoduc qui reliera pour la première fois la Sibérie à l'Allemagne. Nikolai Oruchev, Minister für die Gasindustrie der Sowjetunion, feierte mit seinen deutschen Partnern in Whitehouse den Erfolg eines Milliardengeschäftes. Die Übernahmestation empfing zum ersten Mal Gas aus der Sowjetunion. Dann also geht's startfrei. Wirtschaftsminister Friedrichs und seine sowjetischen Gäste begrüßten den Gasstart als Frucht der Entspannung und Normalisierung zwischen beiden Ländern. L'intérêt des Russes pour cet accord se portait surtout sur l'accès à des devises fortes. Leur économie était mal en point et ils avaient besoin de l'argent de l'Ouest pour continuer à fonctionner. Helmut Schmidt, le successeur de Willy Brandt, mise lui aussi sur le gaz sibérien. Un deuxième gazoduc vers l'Europe voit le jour. Während des Besuchs von Bundeskanzler Schmidt in Moskau schlossen deutsche Firmen einen dritten Vertrag dieser Art ab, der bis zum Jahre 2000 Geltung hat. Helmut Schmidt rassure le président américain Jimmy Carter. Des pays qui commercent entre eux ne se font pas la guerre. Carter aurait écrit dans ses notes qu'il en avait assez de voir les États-Unis toujours tenir le bâton, tandis que les Européens rivalisaient pour offrir de belles carottes aux Soviétiques. Washington voyait tout ça d'un mauvais œil. Donner des devises fortes à l'Union soviétique allait lui permettre de renforcer son armée, et cela pourrait coûter cher aux États-Unis. Déjà à l'époque, il y avait cet argument qui consistait à dire « Vous vous rendez dépendant de l'Union soviétique qui est une superpuissance et qui est notre adversaire idéologique. Pourtant, vous êtes membre de l'OTAN. Comment pouvez-vous faire une chose pareille ?» Du côté américain, on s'inquiétait du risque qu'avec cette dépendance, les soviétiques se serviraient de l'énergie comme d'une arme politique. L'Europe et l'Allemagne allaient se trouver dans une position où elles ne pourraient pas tenir tête à l'URSS. C'était l'un des éléments d'une stratégie soviétique plus large, visant à l'affaiblissement de l'Ouest et à l'éclatement de l'OTAN. Pendant ce temps, la Pologne est en effervescence. Confronté aux manifestations du syndicat Solidarność, le gouvernement polonais instaure la loi martiale en 1981. Ronald Reagan, le nouveau président américain, réagit en imposant des sanctions qui ont notamment pour but de perturber le commerce du gaz russe. The United States is taking immediate action to suspend major elements of our economic relationships with the Polish government. And we're proposing to our allies the further restriction of high-technology exports to Poland. Ankunft von Gasturbinen aus der Bundesrepublik Deutschland. Le nouveau gazoduc soviétique en direction de l'Allemagne sera quand même construit. Les sanctions n'ont pas été très efficaces et ont créé des dissensions entre les pays de l'Ouest. Margaret Thatcher s'est plainte des pertes d'emplois britanniques dues à la suspension de livraison de matériel pour le gazoduc. Les entreprises américaines n'étaient guère plus ravies. Elles vendaient aussi du matériel. Et il était évident que si elles n'étaient plus autorisées à le faire, ce marché-là reviendrait à leurs concurrents européens. Les sanctions ont fini par être abandonnées. It's no secret that our allies didn't agree with this action. But I'm pleased to announce that the industrialized democracies reached substantial agreement on a plan of action. Dans les années 80, un compromis a été trouvé. La quantité de gaz soviétique destinée à l'Europe a été limitée. Et parallèlement, on s'est assuré que du gaz norvégien serait livré en Europe pour garantir une diversification de l'approvisionnement. Le gouvernement américain tente de convaincre les Allemands de ne pas miser exclusivement sur le gaz russe. Pourtant, la plus grande partie du gaz allemand provient toujours de Sibérie. J'étais jeune diplomate en poste à l'ambassade de Washington. L'ambassadeur d'Allemagne s'était opposé à l'embargo américain sur les tuyaux et il était très fier d'avoir obtenu gain de cause. Nous étions tous convaincus que c'était la bonne attitude à avoir et que cela faisait partie de la politique de détente. Tout le monde était d'accord là-dessus. Je ne me souviens de personne qui aurait été contre. Mais les services secrets américains sont contrariés. William Casey, alors directeur de la CIA, met au point un plan top secret,
dont Ronald Reagan est informé. Vienne, capitale des espions. Je faisais du marché noir pendant l'embargo. Je fournissais des ordinateurs et des instruments de mesure pour la physique nucléaire. Ce sont des produits assez pointus que les pays moins développés n'étaient pas en mesure de fabriquer eux-mêmes. J'ai été formé par la Stasi, la sécurité d'État de la RDA. C'est elle qui m'a recruté. Plus tard, j'ai travaillé en Union soviétique. La CIA m'a surveillé pendant plus d'1 an. Et quand ils ont jugé que le moment était opportun, ils m'ont intercepté et ils m'ont proposé le choix suivant. Soit tu prends 20 ans de prison, soit tu travailles pour nous. La CIA lui fournit du matériel dernier cri de haute technologie, dont la livraison à l'Union soviétique est officiellement interdite. La réaction des soviétiques ne s'est pas fait attendre. Des agents du GRU, le service de renseignement soviétique, se sont présentés à mon hôtel et m'ont demandé si je pouvais répondre à quelques questions. Ils avaient eu un renseignement selon lequel le matériel high-tech avait été piégé. J'ai été interrogé pendant 6 heures. En fait, toute ma marchandise était piégée. Je l'ai compris le jour où le premier ordinateur que j'ai vendu, un appareil grand comme 3 armoires, a pris feu. Ronald Reagan et le directeur de la CIA ciblent surtout les pipelines sibériens. Je suis persuadé qu'il y a eu énormément de matériel piégé livré à l'URSS. Il y a cet exemple très connu d'une canalisation de gaz endommagée par un composant acheté à l'Ouest. En juin 1982, le logiciel d'un gazoduc sibérien se met à dysfonctionner, une panne planifiée par la CIA. Of course, we knew what they were requiring, so the software had in it installed a trapdoor. On the set day, the program said today is pressure test day. Run the pipeline at twice as rated pressure. Of course, it blew up. One huge explosion in Siberia. Après l'explosion, l'Union soviétique tente de savoir qui est à l'origine de la trahison. Si les soviétiques m'avaient retrouvé, je serais un homme mort, c'est évident. J'ai eu beaucoup de chances de survivre. La plus grande victoire de ma vie est d'avoir survécu. En 1985, un ingénieur russe est arrêté en pleine rue à Moscou. Convaincu d'espionnage pour le compte de la CIA, il sera exécuté quelque temps plus tard. L'URSS ne fait pas de cadeau. Le gazoduc sera rapidement réparé. À la même époque, Vladimir Poutine suit une formation d'agent du KGB. À l'été 1985, il est envoyé en Allemagne. Quand on lui a demandé ce qu'il faisait à Dresde, où il était officier du KGB, Poutine a dit qu'il travaillait avec des gens et des documents. Vladimir Poutine est alors simple résident du KGB à Dresde. Il participe à des événements organisés par la Stasi, et les agents de la Stasi le photographient régulièrement. À la fin de son séjour en RDA, un officier de la Stasi est également présent à Dresde. C'est un ancien espion qui a opéré à l'Ouest. Son nom est Matthias Warnig. À l'époque, j'étais basé à Moscou et j'avais un collègue à Berlin. Il avait accès au dossier de la Stasi et a découvert que Warnig avait été membre de la Stasi. Nous avons interviewé des personnes qui connaissaient les 2 hommes. Elles ont confirmé qu'ils se trouvaient à Dresde à la fin des années 80 et qu'ils travaillaient ensemble. Nous avons ainsi pu établir que le KGB essayait de recruter des agents de la Stasi à Dresde. Pour passer inaperçu, Poutine utilise notamment une carte d'identité de la Stasi. En 1989, la défense du communisme n'est plus sa seule priorité. La Stasi a joué un rôle très important dans le lancement des carrières de nombreuses personnes. Et elle a probablement permis au KGB de conserver une grande partie de son réseau. 1 an plus tôt, Poutine avait rencontré Erich Mielke, le chef de la Stasi. Poutine représente l'URSS, dont le pétrole et le gaz bon marché maintiennent plusieurs pays à flot, dont la RDA.
Le gaz naturel était étroitement lié à la qualité de vie, que ce soit le chauffage ou les prestations de services qui font tourner les écoles ou les hôpitaux, comme une sorte de liant de la société. On pourrait dire que l'énergie bon marché que l'Union soviétique fournissait à ses satellites de l'Est était en fait une subvention destinée à faire tourner leurs économies et à les maintenir fermement dans le giron soviétique. À cette époque, l'URSS utilisait déjà le pétrole et le gaz comme levier disciplinaire pour contraindre les pays du pacte de Varsovie à s'aligner sur ses positions. Souvenons-nous des soulèvements en Hongrie et en Tchécoslovaquie en 1968. Moscou envoie ses chars et livre moins de pétrole et de gaz à la Tchécoslovaquie. Jouer de la dépendance au pétrole et au gaz est une arme politique. Et au sein du pacte de Varsovie, l'utilisation de cette arme était monnaie courante. En 1989, la RDA est au bord du gouffre sur le plan économique. L'Union soviétique continue pourtant d'exiger des prix élevés pour le pétrole et le gaz. La RDA a toutes les peines du monde à payer la facture et s'enfonce plus profondément dans la crise. Les soviétiques touchaient de l'argent de pays européens. Et là, ils ont découvert le prix réel de l'énergie en Europe. Ils se sont dit, notre économie ne va pas très bien. Alors pourquoi brader notre énergie ? Des agents comme Vladimir Poutine et Matthias Warnik doivent se réorganiser. Le système communiste est à bout de souffle. J'étais un communiste convaincu. Je travaillais au ministère de la Sécurité d'État dans le renseignement ou l'espionnage à l'étranger. La chute du communisme a eu d'importantes répercussions sur ma vie personnelle. Le mur était à peine tombé que Matthias Warnik s'est vu proposer un poste très bien rémunéré. Il est fascinant de voir la vitesse à laquelle Warnik a été engagé par la Dresdner Bank. Ils avaient très vite compris qu'il leur serait extrêmement utile pour développer leurs activités en Europe de l'Est et en Russie. À Moscou, pendant que la statue du fondateur du KGB est déboulonnée, l'ancien agent Vladimir Poutine réoriente sa carrière. Dans des interviews, Poutine a très bien décrit le désœuvrement qu'il a connu à son retour de Dresde. Il s'est retrouvé chauffeur de taxi au noir à Saint-Pétersbourg. Il a atterri dans le bureau d'Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg. Sobchak avait beau être réformateur, il était lui aussi corrompu. Poutine était responsable des échanges économiques avec l'étranger. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à gagner de l'argent. L'effondrement du système conduit à une vague de violence. Les années 90 ont été une période épouvantable. Il fallait survivre. Le plus important était d'avoir un protecteur, un krisha comme disent les Russes. Krisha signifie un toit. Ce toit peut être un membre d'une organisation criminelle ou du gouvernement. Dans les années 90, la personne en question était souvent les deux. À Saint-Pétersbourg, Matthias Warnik, l'ancien agent de la Stasi, noue des contacts pour le compte de la Dresdner Bank, avec le gouvernement local et avec un nouveau groupe, Gazprom. Ils avaient besoin de quelqu'un au sein du gouvernement de Saint-Pétersbourg qui puisse s'occuper d'eux et leur ouvrir des portes. C'est en cela que la relation entre Poutine et Warnik était si intéressante. Poutine était le krisha de Warnik. Il était son toit, son protecteur. Au fil des années, l'influence de Poutine ne cessera de grandir. Il accueille des représentants étrangers et développe ses réseaux. Dans le même temps, les vestiges de l'Union soviétique sont vendus aux enchères et il suscite toutes les convoitises. C'était une époque de capitalisme sauvage et débridé. Le Far West, mais à l'Est. Les ressources naturelles russes sont passées aux mains d'une clique d'oligarques richissimes, lors d'enchères de privatisation très louches. Les investisseurs occidentaux avaient beaucoup de mal à suivre, mais les bénéfices potentiels étaient si importants qu'ils ont voulu rester dans le jeu. La population russe souffre. Les rayons des supermarchés sont vides et les hivers sont glacés. Pendant ce temps, les investisseurs étrangers rachètent à bas prix les entreprises russes qui font commerce de matières premières. L'ancien ministère du Gaz fait lui aussi l'objet d'intenses spéculations. Rebaptisé Gazprom en 1989,
il devient une société anonyme privée en 1992. À l'époque, Gazprom était la société russe la moins bien cotée. Tout simplement parce que tout le monde pensait que le moindre mètre cube de gaz était volé à l'entreprise. Une grande partie de ces richesses était en effet détournée et donnée aux amis et aux parents des cadres supérieurs. Mais cela ne rebute pas les groupes allemands. L'un des plus gros actionnaires de Gazprom en dehors de l'État russe était Ruhrgaz. À l'époque soviétique, la société Ruhrgaz vendait déjà le gaz de Sibérie en Allemagne. Die Gazprom wird in der Zukunft über Gaslieferungen genauso hart mit uns verhandeln wie in der Vergangenheit. Und die europäische Erdgasversorgung ohne russische Erdgaslieferung ist einfach nicht vorstellbar. D'autres investisseurs critiquent le mode de fonctionnement de Gazprom. Chaque année, nous présentions notre candidat au conseil d'administration de Gazprom. Sa tâche était de mettre en lumière la corruption. Les autres membres du conseil n'ont bien sûr jamais voté pour lui. Ils voulaient voir leur gaz circuler et n'étaient pas disposés à parler des activités illicites de la société. Grâce au gaz de Sibérie, la Ruhrgaz domine le marché européen. Et cela ne fait pas les affaires de BASF, son principal client. En 1990, BASF s'est vu imposer des prix tellement élevés par Ruhrgaz que nous avons eu peur de devoir fermer notre site de Ludwigshafen. C'est là que nous avons décidé de trouver une alternative. Nous avons donc créé une coentreprise avec Gazprom pour construire les infrastructures nécessaires en Allemagne. Et nous nous sommes dotés d'un grand réseau d'approvisionnement, parallèlement à celui qui existait, et d'un centre de stockage gazier qui est le plus grand d'Allemagne. C'était un projet énorme, et il a été cofinancé par Gazprom. Ces projets sont voulus par le gouvernement d'Helmut Kohl, dont le but est notamment de soutenir le président Boris Yeltsin en proie à de graves difficultés. L'idée d'un partenariat avec la Russie, ce pays qui nous avait permis de faire la réunification allemande, était au cœur de la politique étrangère allemande, que ce soit à gauche, à droite, comme au centre. Et dans le contexte des années 90, cette conception n'était certainement pas erronée. L'autre objectif était de ne pas laisser la Russie à la traîne, comme un État en déliquescence. Il fallait éviter de voir une puissance nucléaire s'éloigner de nous. Kohl annule les dettes de la Russie d'Yeltsin. En contrepartie, le gaz coule à flot. Poutine observe la situation de près. Poutine a très vite compris que la puissance de la Russie reposait sur ses extraordinaires richesses pétrolières et gazières. Il fallait donc les utiliser de manière stratégique, afin de renforcer le statut de grande puissance du pays. En 1997, Poutine a écrit une thèse de doctorat consacrée aux dépendances énergétiques et à la manière dont celles-ci pouvaient être instrumentalisées en politique étrangère. Moi-même, j'avais échangé avec le BND, le renseignement allemand, qui avait lu cette thèse. Nous avions discuté de ce que cela pouvait impliquer concrètement. Si le BND était au courant, la chancellerie l'était forcément aussi. Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine devient le nouveau président de la Russie, après avoir été Premier ministre et chef des services secrets du FSB. Son réseau s'étend à travers l'État russe tout entier. Poutine s'est attelé à plusieurs tâches. L'une d'elles était la consolidation du pouvoir de l'État russe dans les secteurs économiques. Une mainmise non seulement sur le gaz naturel et le pétrole, mais sur tous les domaines. Il a tout mis en œuvre pour placer ses sbires dans ses entreprises. Progressivement, Poutine prend le contrôle du pouvoir économique. Entreprise après entreprise, poste après poste. On a assisté à la montée en puissance des Siloviki, les hommes forts. Ils venaient des services de sécurité et ont obtenu des postes clés dans le gouvernement de Poutine. Après son élection, Poutine s'occupe également de Gazprom, un géant incontrôlable, du moins pour l'instant. Poutine est intervenu lors de l'Assemblée générale annuelle et a limogé Rem Vyakirev, le PDG de Gazprom, coupable des vols, avec 6 ou 7 de ses compatriotes. Poutine l'a remplacé par un nouvel homme dont la tâche consistait à ne pas voler. Il s'appelait Alexei Miller.
Poutine connaissait Miller de Saint-Pétersbourg. Je me souviens de mon agacement et j'ai demandé à quelqu'un de Gazprom, c'est qui ce type? C'est quoi ses compétences? N'y a-t-il que des gens de Saint-Pétersbourg qui peuvent diriger Gazprom? Il m'a répondu, non, mais ce sont les seuls en qui Poutine a confiance. Mais Alexei Miller ne sera jamais le véritable patron de Gazprom. Non, il ne décidait de rien tout seul. Toutes les décisions qu'il prenait étaient soumises à vote. C'est la raison pour laquelle certains contrats prenaient énormément de temps. Gazprom est une entreprise d'État, c'est évident. Sur ordre de Poutine, Gazprom rachète NTV, une chaîne de télévision critique du gouvernement, et la met au pas. Мы хотели бы просить всех и журналистов НТВ, и тех самых людей, которые провоцируют к их строительству баррикад. Les journalistes réfractaires sont limogés. La contestation n'y change rien. Придут за нами, как вчера сказали нам по телевидению. Да мы и сами это все понимаем. Я удивляюсь, как наш народ мог избрать такого президента. Вот это вот мне обидно. 20 ans plus tard, Gazprom a ses propres chaînes de télévision, des vitrines clinquantes qui dominent les médias russes. Le bureau du directeur de la chaîne est relié au Kremlin par une ligne téléphonique directe. Mais par l'intermédiaire de Gazprom, Poutine contrôle également des radios privées comme Echo de Moscou. En 2000, lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, l'un de ses objectifs était de prendre le contrôle des médias indépendants. Bien sûr, il a commencé avec la télévision. En fait, un des actionnaires majoritaires d'Echo de Moscou, Vladimir Goussinsky, avait mis ses actions en gage pour obtenir un crédit de la part de Gazprom. Mais c'était les actions d'Echo de Moscou. C'est ce qui me fait dire que notre actionnaire n'est pas Miller, mais Poutine. Notre actionnaire n'est pas Gazprom, mais l'administration présidentielle. En mars 2022, la radio est interdite de diffusion. En septembre 2001, à Berlin, Vladimir Poutine présente un tout autre visage. Pour de nombreux responsables politiques allemands, il est un symbole d'espoir. Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. Abgesehen von den objektiven Problemen schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke. En ce qui concerne l'accueil fait à ce discours, j'avais trouvé un peu naïf de la part des Allemands d'être aussi peu critiques face à un homme qui avait été membre du KGB pendant de longues années. Le chancelier Schröder, en particulier, soutient Poutine, inconditionnellement. En réalité, le potentiel de démocratisation que tout le monde prêtait à la Russie n'existait pas. Mais ça ne change rien au fait que la Russie était, à cette époque comme aujourd'hui, la deuxième puissance nucléaire au monde. Et que ça nous plaise ou non, on est bien obligé de tenir compte des Russes. Ma position était la suivante. Il faut intégrer la Russie à la communauté internationale sans pour autant se faire d'illusions sur la personnalité de Vladimir Poutine. Entre-temps, Poutine ordonne les premières perquisitions de bureaux et de maisons d'oligarques. La lutte de pouvoir s'intensifie. C'était très humiliant pour Poutine et les hommes du KGB de voir des personnes qu'ils considéraient comme des moins que rien et qui étaient en plus étrangères au système devenir incroyablement riches. Les membres du KGB touchaient 50 000 $ par an des oligarques pour qu'ils arrêtent et intentent de faux procès aux concurrents commerciaux de ces derniers. Ils étaient devenus des hommes de main à la solde des oligarques. En 2003, Poutine convoque les oligarques. Il les interroge publiquement en direct à la télévision. Il vise surtout un homme en particulier. Cette frustration et cette amertume se sont clairement manifestées lors de la campagne menée contre Mikhail Khodorkovsky. Les hommes forts du Kremlin ont pris pour cible quelqu'un qui symbolisait à leurs yeux la classe des oligarques.
Un homme parti de rien qui avait amassé une richesse faramineuse et pris le contrôle de l'une des plus grandes compagnies pétrolières du pays. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами 4 организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. На первый взгляд на поверхности лежат. Это госкомпании, которые нужно увеличить свои запасы, которых запасов как бы не хватает. А некоторые другие нефтяные компании, как, например, компания ЮКОС, имеют сверхзапасы. Как она их получила, это вот вопрос вполне обсуждаемый сегодня нами темы. В том числе и, значит, такие вопросы, как уплата или неуплата налогов. Quelques semaines après cette mise au point, Mikhail Khodorkovsky est arrêté. Yukos, son entreprise, est accusée d'évasion fiscale. Derrière la violente campagne menée contre Khodorkovsky, on discerne bien leur désir de se venger de toutes les humiliations qu'ils avaient subies depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Khodorkovsky est jugé publiquement. Nous avons suivi l'affaire de très près, parce qu'il s'agissait de la première attaque d'envergure du Kremlin de Poutine à l'encontre du secteur privé. En 2003, Khodorkovsky est condamné à 9 ans de camp de détention. Son entreprise est saisie et vendue aux enchères à un prix nettement inférieur à sa valeur. Le groupe pétrolier est repris par des hommes de paille de Poutine. Dans les faits, c'est une expropriation. Cette expropriation pose des questions. Comment certaines personnes ont-elles eu accès à ces ressources? Elles étaient peut-être en possession de choses qui ne leur appartenaient pas. On peut aussi voir les choses comme ça. Khodorkovsky est interné dans un camp en Sibérie, à l'extrémité est de la Russie, près de la frontière avec la Chine. Les protestations de l'étranger n'y changent rien. Le chancelier Schröder sait quel camp il doit choisir. Diese Reformen, meine Damen und Herren, haben Russland auf einen Pfad stabilen wirtschaftlichen Wachstums geführt. Und es gibt nicht den geringsten Grund, sich auf Debatten einzulassen, die wegen welcher Ereignisse auch immer meinen, dass dieses Vertrauen erschüttert werden könnte. En 2004, les groupes énergétiques allemands et la Russie négocient âprement l'accès aux réserves de gaz. Parallèlement, Poutine veut absolument construire un gazoduc vers l'Allemagne. La technologie et les partenariats occidentaux ont joué un rôle capital dans le rétablissement de la Russie comme superpuissance énergétique. Poutine dépend de l'aide et du savoir-faire technique allemand. Le réseau de pipelines russes est vétuste. Ils avaient découvert d'énormes gisements en Sibérie occidentale, mais ils n'avaient pas les capitaux nécessaires à leur exploitation. Ces capitaux, la société allemande BASF en dispose. En 1997, nous avons fait passer la première centrale électrique du pétrole au gaz, parce que le protocole de Kyoto allait dans le sens d'une réduction des émissions de CO2. À Kyoto, la communauté internationale a en effet approuvé pour la première fois des résolutions contraignantes pour une limitation des émissions de gaz à effet de serre. Or, le gaz a un avantage. Il permet de faire fonctionner une installation de cogénération. On exploite ainsi la ressource du gaz avec une meilleure efficacité énergétique qu'en brûlant uniquement du pétrole ou du charbon. Poutine s'implique directement dans les négociations entre la Russie et BASF. Les deux parties ont besoin l'une de l'autre. À chaque négociation, Poutine était toujours très bien préparé. Certains vont aux entretiens sans préparation. Je n'ai jamais vu ça chez Poutine. J'ai rencontré Poutine à 16 reprises. Ce qui m'a souvent impressionné lors de ces rencontres, c'est sa maîtrise des chiffres. Il n'a pas besoin de les demander à l'un de ses assistants. Il a une véritable passion pour l'énergie. La plupart des dirigeants mondiaux n'ont aucune idée de l'étendue de ses connaissances dans ce domaine. Il était plus PDG de Gazprom que président. Poutine est surtout préoccupé par une chose. Мы удовлетворены тем, что мы договорились с Парижским клубом и прежде всего с нашими немецкими партнерами о досрочном погашении части этого долга перед Парижским клубом.
Y avait-il des représentants du gouvernement allemand lors des négociations avec Gazprom et le gouvernement russe? Non, il n'y avait aucun représentant du gouvernement allemand. Les négociations ont eu lieu entre Gazprom, la BASF et les autres partenaires. Et ça a été un processus assez long. Un homme assiste systématiquement aux négociations. Matthias Warnig, l'ex-agent de la Stasi au service de la Dresdner Bank. Il y avait là d'anciens membres du GRU et de la Stasi. C'était très étrange et très suspect. Ça n'a fait que confirmer le pressentiment négatif qu'on avait sur cette affaire. Le dirigeant ukrainien Andrei Koboliev, spécialiste de l'industrie gazière, connaît Gazprom mieux que quiconque. Je suis né en URSS et j'ai parfaitement compris qu'une entreprise d'une telle importance ne serait jamais une entreprise ordinaire. Elle fait partie de l'État. J'étais dans la délégation de Naftogaz, qui s'est rendue à Moscou dans le but de négocier un nouvel accord de transit gazier. Nous avons été accueillis par un cadre moyen de Gazprom. Après avoir avalé quelques verres de vodka, il nous a révélé être un ancien agent spécial du KGB. Je n'arrêtais pas de me dire « Sois prudent, Andrei ». La plupart des gens ici ne viennent pas du monde du gaz. Leur métier, c'est l'espionnage et le vol de données. Les anciens agents secrets reprennent le contrôle de leur État. Ich melde, eine Gruppe von Geheimdienstmitarbeitern, getarnt als Regierung, hat ihre erste Mission erfüllt. Si vous parlez à des fonctionnaires russes très haut placés, ils vous diront qu'un ancien du KGB, ça n'existe pas. Fin 2005, le magazine britannique The Economist écrit que Poutine dispose de deux moyens pour restaurer l'ancienne influence de la Russie: l'arme nucléaire et le gaz. Aujourd'hui encore, ce sont les deux principaux leviers dont dispose Poutine. Il est très rusé et il a compris que le gaz est l'un de ses outils de coercition, de pression et d'influence. Dans son analyse pour l'OTAN, Richard Anderson écrit: Il faut être réaliste. Sans véritable effort concerté de la part des pays de l'Union européenne, la Russie sera toujours en position de force. Tout simplement parce que la demande restera constante, quels que soient les prix. Entre avoir un logement froid et sombre et payer des prix exorbitants, les Européens choisiront la deuxième option. Les choses sérieuses commencent fin 2005, avec le début de la construction du gazoduc de la mer Baltique. Peu après, le projet sera baptisé Nord Stream. Les lancements de chantier sont toujours spectaculaires, mais ça a été un point de départ important. Мы сегодня даем старт реализации проекта Североевропейского газопровода. Le gazoduc Nord Stream 1 a eu une importance énorme. Et je n'ai aucun regret par rapport à ça. C'était la chose à faire. Non seulement pour le bien de BASF, mais aussi pour le bien de l'Europe. Notre objectif était de réserver le gaz de Sibérie occidentale pour l'Europe, dans la mesure du possible. Par une froide journée de décembre, Alexei Miller investit Gerhard Schröder dans son poste de président du conseil de surveillance. Schröder a perdu ses fonctions de chancelier à peine 17 jours plus tôt. Vous saviez que Schröder obtiendrait ce poste? Non, je ne le savais pas. Quand je l'ai appris, j'ai immédiatement appelé Angela Merkel. Pour lui dire que Schröder avait accepté le poste. Pour lui dire que c'était sur le point de se faire. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a fait aucun commentaire. Angela Merkel devient chancelière fin novembre 2005. Sa victoire électorale doit beaucoup à la faiblesse du SPD. La nomination de son prédécesseur par Gazprom fait grand bruit.
C'était un point que j'aurais préféré voir résolu différemment. Plus un scénario est politique, plus il y a de risques de conflit. Et c'était ce que je voulais éviter. Ich finde es nicht anständig, bei der Gazprom die Führung zu übernehmen, wenn ein Ex-Stasi-Major der Vorstandsvorsitzende ist. Gerhard Schröder hat hier im ureigenen deutschen Interesse die Oberaufsicht für ein Projekt übernommen, was im energiewirtschaftlichen Interesse Deutschlands ist. Schröder ne devient pas lobbyiste de Gazprom de son seul fait. Sa nomination est approuvée par le SPD, par le nouveau gouvernement et les investisseurs. Il fallait une personne capable de représenter les intérêts économiques européens, mais aussi d'avoir une relation de bonne intelligence avec l'actionnaire majoritaire. Schröder avait ces deux qualités. Vis-à-vis de Poutine, la nouvelle chancelière se veut plus distante que son prédécesseur. Elle approuve pourtant la nomination de Schröder. Angela Merkel a activement soutenu cette nomination. En tout cas, je ne me souviens pas qu'à un moment ou à un autre, elle se soit exprimée contre. Au contraire. Et pour autant que je me souvienne, elle a souvent utilisé les contacts de Gerhard Schröder. À aucun moment, la CDU ne s'est opposée à cette nomination. Pour une raison évidente. Cette nomination était voulue par toute l'économie allemande et surtout par le secteur énergétique. Cette nomination n'était pas uniquement appuyée par le SPD, mais par beaucoup de gens. Et je ne me souviens pas de la moindre occasion où un responsable d'envergure aurait dit « Non, ça ne va pas dans la bonne direction ». En Ukraine, nous avons tout de suite compris que Nord Stream 1 était un projet qui allait permettre aux Russes de jouer au gros dur avec nous. La ville ukrainienne d'Oujhorod est une plaque tournante importante pour les livraisons de gaz à l'Europe. Dans l'esprit de Poutine, ces gazoducs n'ont pas été construits par l'Ukraine, mais par l'Union soviétique. Les Russes étaient fous furieux de voir l'Ukraine contrôler des gazoducs dans lesquels circulait le gaz russe à destination de l'Ouest. À un moment donné, la Russie a tenté de prendre le contrôle du système de transit du gaz passant par l'Ukraine. Mais l'Ukraine s'y est opposée. Après cet échec, la seule solution possible pour les Russes était de contourner l'Ukraine. Les gazoducs passent soit par la Pologne, soit par l'Ukraine. Un réseau immense qui a été mis en place à partir de 1970. Le gazoduc ne se limite pas à une seule canalisation. C'est tout un réseau qui a la capacité de transporter plus de gaz que la Russie n'en produit pour le marché européen. Le nouveau gazoduc de la mer Baltique garantira l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne. Mais il retire aussi à l'Ukraine et à la Pologne leur rôle de pays de transit. Nord Stream a été construit dans le seul but de faire pression sur l'Europe centrale et orientale. 2 semaines après le début de la construction de Nord Stream. Настрой был на то, чтобы прийти к конфликту. Изначально настрой был на то, чтобы несанкционированно отбирать газ, а проще говоря, воровать его у европейских потребителей. Курск, закрыть краны. Даю команду о начале учений по ограничению поставок газа на Украину. Brièvement, Gazprom ferme le robinet du gaz à l'Ukraine et donc à l'Europe. Le conflit de 2006 est important parce qu'il marque le début de la crise. Les conséquences d'une coupure, même brève, du gaz russe ont été bien plus graves que prévu. Jamais on n'aurait cru ça possible, et pourtant c'est arrivé. Les partenaires européens sont sous le choc. L'UE convoque une réunion de crise. En coupant le gaz, Poutine perpétue une tradition soviétique. En 1991, le réformateur Mikhail Gorbatchev avait lui aussi utilisé le gaz comme une arme pour faire fléchir les États qui ne voulaient plus faire partie de l'Union soviétique. Valentin Falin, un ancien ambassadeur de l'Union soviétique en Allemagne, a développé ce qu'on a appelé la doctrine Falin. Selon cette doctrine, la Russie disposait de 7 moyens de pression pour imposer sa politique étrangère. Et le moyen le plus important était l'exploitation des dépendances énergétiques.
Au début des années 1990, le sort de la flotte de la mer Noire, située en Crimée, était un sujet de discorde entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays s'écharpaient sur la répartition de cette flotte. En 1993, la Russie menace de couper le gaz à l'Ukraine. C'était la situation parfaite pour exercer ce genre de pression. Ils se sont servis de l'énergie comme d'une arme. La Russie a annulé une partie de la dette de gaz naturel de l'Ukraine en échange d'un certain pourcentage de navires de la flotte de la mer Noire. Mission accomplie. En 2006, une publication d'un collègue suédois, un dénommé Larsson, faisait état de plus d'une cinquantaine de situations où la Russie, au cours des années 1990, avait exercé un chantage politique sur certains pays en instrumentalisant leur dépendance énergétique. De nombreux Européens ont manqué de discernement. Ils n'ont tout simplement pas voulu accepter la dure réalité, à savoir que la Russie avait une nouvelle façon d'influer sur l'Union européenne et le monde occidental. Fin mars 2006, Gerhard Schröder se rend au siège de Gazprom. Le conflit gazier avec l'Ukraine fait le jeu des commanditaires de Schröder. Председателем комитета акционеров был избран господин Schröder. Sie wissen, dass wir in Westeuropa einen wachsenden Bedarf nach Gas haben und eine sinkende Eigenversorgung. Und deswegen ist es außerordentlich wichtig, diese Pipeline zu bauen, um den zusätzlichen Bedarf, den es gibt und weitergeben wird, vernünftig befriedigen zu können. Au début, les Russes n'établissaient aucun rapport entre la construction de Nord Stream 1 et le détournement du gaz en transit par l'Ukraine vers d'autres voies. Ils disaient simplement « c'est du nouveau gaz », mais ils trompaient tout le monde sur leurs véritables intentions. Durant l'hiver, alors que l'ex-chancelier Schröder fait du lobbying, un gazoduc alimentant la Géorgie est dynamité. Peu de temps avant, le gouvernement géorgien avait refusé de vendre ces gazoducs à la Russie. Les Géorgiens subodorent un complot et s'estiment victimes de chantage. I think the world should wake up to this threat because yesterday it was Ukraine, today it's much worse in Georgia, tomorrow it can be any other European country that is dependent of this irresponsible and unpredictable supplier. Entre-temps, Gazprom a lancé une contre-offensive. Es ist uns versichert worden vom Herrn Miller, dass es keine Probleme gibt in Zukunft mit der Versorgung Deutschlands. Es hat ja auch mit der deutschen Versorgung keine Probleme gegeben. Peu de temps après, face aux ambassadeurs de l'Union européenne à Moscou, Andrei Miller adopte un ton très différent. L'argent seul ne suffit pas. L'UE est invitée à se montrer plus confiante vis-à-vis de la Russie. Le directeur de Gazprom a dit « Il va falloir laisser tomber votre comportement hostile envers la Russie ou vous n'aurez pas de gaz ». Ils estimaient pouvoir dicter leurs lois. En 2005, ils nous ont emmenés en Sibérie occidentale. Nous avons dîné avec le président Poutine et je lui ai demandé si la Russie était une superpuissance énergétique. Il m'a regardé et il a dit « C'est un terme désuet qui date de la guerre froide. » Mais, a-t-il ajouté, « Nous avons plus de pétrole et de gaz que tout autre pays. Et ça, il ne faut pas l'oublier. » Les Allemands ne l'oublient pas. En 2006, la chancelière et le président de BASF se rendent en Sibérie pour négocier l'accès à un nouveau gisement de gaz. À l'époque, des projets de construction de gazoducs en direction de l'Est avaient déjà été envisagés. La Chine a également besoin de gaz. Géopolitiquement, il était important pour nous de nous assurer que ces réserves de gaz reviendraient à l'Europe. Parallèlement, la construction du gazoduc avance, sans que les États d'Europe de l'Est ne soient consultés. Le ministre polonais de la Défense, Radek Sikorski, compare ce cavalier seul au pacte Hitler-Staline. Il est aujourd'hui député européen. Il existe une longue tradition de relations très inquiétantes entre l'Allemagne et la Russie, comme les partages de la Pologne ou bien évidemment le pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline. Nous n'aimons pas que l'Allemagne et la Russie prennent des décisions par-dessus nos têtes. Nous nous sentons menacés.
Europeans know that there's no truly reliable alternative to Russia as an energy partner. But Europe should not pretend that the Russians had to be grateful for being allowed to supply oil and gas to Europe. On the contrary, the Europeans should make allowances for the pride of the Russian people, the vulnerability of the Russian soul, and the special features of the country's history. Le pouvoir de Poutine dépend d'une exploitation efficace des réserves énergétiques russes. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, on avait vu la production russe diminuer très rapidement. Mais dans les années 2000, elle est repartie à la hausse, tandis que les prix du pétrole s'envolaient. Le pouvoir de Poutine s'en est trouvé de plus en plus renforcé. Gazprom accroît son influence tout en présentant un visage moderne et ouvert sur le monde. En 2006, le groupe invite une équipe de tournage britannique. Gas from the likes of the Urengoy field has made this company wildly wealthy, and they let us have a rare glimpse inside the company's nerve center. L'équipe de tournage filme le centre de contrôle. La direction affiche sa confiance. The next benchmark will be 1 trillion. Biggest company in the world. Yes. Le journaliste britannique est invité à visiter le siège de Gazprom. Pour une société qui ambitionne 1000 milliards de chiffre d'affaires, les locaux paraissent modestes, tout comme le centre de soins destiné aux salariés et le studio de télévision de Gazprom. 13 ans plus tard, nous parcourons à notre tour ces mêmes locaux. Et Gazprom n'a plus rien de modeste. Depuis 2006, l'entreprise a touché plus de 200 milliards d'euros, uniquement grâce à ses activités gazières avec l'Allemagne. Une collaboratrice nous fait visiter le stade olympique de Sotchi, une ville au bord de la mer Noire, fermement tenue par Gazprom. Le groupe nous présente également le centre Lacta à Saint-Pétersbourg, son nouveau siège social. Le plus haut bâtiment d'Europe. Mais en 2021, après des années de travaux, il était encore vide. Des milliards dépensés pour un symbole creux de la puissance financière de Gazprom. La Russie était en difficulté sur le plan économique, mais l'augmentation fulgurante des prix de l'énergie a été une grande aubaine pour Poutine. Ça l'a enhardi et il a agi comme il n'avait jamais osé le faire auparavant. Au niveau international, Poutine devient plus ambitieux et plus agressif. Depuis le début de son mandat, des dizaines de milliers de personnes sont mortes en Tchétchénie, une ex-république soviétique en quête d'indépendance vis-à-vis de Moscou. Une journaliste courageuse critique Poutine pour cette guerre brutale. Anna Politkovskaya échappera à 2 tentatives d'empoisonnement avant d'être abattue le 7 octobre 2006 à Moscou, dans l'ascenseur de son immeuble. Le même jour, Poutine fête son 54e anniversaire. Peu après, l'ex-agent du FSB Alexandre Litvinenko accuse publiquement le président Poutine. Somebody has asked me directly, who is guilty of Anna's death? Who has killed her? Даю прямой ответ. Аню убил господин Путин, президент Российской Федерации. And I can directly answer you. It is Mr. Putin, the president of the Russian Federation, who's killed her. 3 jours après le meurtre, Vladimir Poutine est en visite chez Angela Merkel en Allemagne. Le soir même, Poutine et Merkel interviennent dans une émission spéciale de la chaîne ARD. Wir kennen uns persönlich nicht besonders gut, aber mir imponiert außerordentlich Ihre Fähigkeit, die Fähigkeit der Bundeskanzlerin zuzuhören. Die Frauen mögen mir das nachsehen. Das ist eine seltene Eigenschaft für Frauen, für Politikerinnen insbesondere. Aber das macht sie sofort sympathisch. Quelques jours plus tard, l'ex-agent Alexandre Litvinenko, en exil au Royaume-Uni, est empoisonné par une substance radioactive. Hospitalisé, il meurt après plusieurs semaines de souffrance.
Lors de sa visite à Dresde, Vladimir Poutine présente Gazprom comme le nouveau sponsor du club de football de première division allemande Schalke 04. Gazprom investira plus de 200 millions d'euros. Il a fallu que Gazprom séduise les supporters allemands afin de se donner une crédibilité en tant qu'acteur légitime de l'écosystème du foot. Ainsi, personne ne se poserait de questions et ne verrait rien de bizarre ou de louche dans cette affaire. Gazprom s'impose comme un acteur incontournable du championnat allemand et de la Ligue des Champions. Pour Gerhard Schröder et Alexei Miller, c'est l'occasion de se montrer. Le sport est très important pour les gens, il soulève les passions. C'est pour cette raison qu'ils ont donné un soutien quasi inconditionnel, non seulement à Gazprom, mais également et implicitement au Kremlin. Le sponsoring sportif n'est qu'une partie d'une stratégie savamment orchestrée. La guerre par procuration que nous vivons depuis 10 ans est destinée à perturber, diviser, tromper, que ce soit les cyberattaques, les assassinats de dissidents dans des pays étrangers ou les investissements dans le sport. Tout ça fait partie de cette guerre par procuration. On est sûrement nombreux à penser « Oui, on a regardé les matchs de la Ligue des Champions sponsorisés par Gazprom ». En réalité, on a assisté au déploiement d'une arme. Au niveau européen, on n'a entrepris ni plan d'action stratégique, ni évaluation des risques géopolitiques. On a juste pris l'argent de Gazprom. Gerhard Schröder est le lobbyiste le plus influent de Gazprom. Il parcourt le monde entier. Quand vous disposez d'un instrument aussi précieux, il faut le protéger de toutes parts. La propagande est l'un de ces éléments de protection. Aujourd'hui encore, Gazprom n'hésite pas à jouer de son pouvoir en public ou en coulisses. En 2007, Andrei Miller et ses collaborateurs mettent la pression sur une autre ex-république soviétique rebelle, la Biélorussie. С 3 августа с 10 часов утра поставки газа в направлении Беларуси сократятся на примерно 21 миллион кубометров в сутки. C'est une manœuvre typiquement russe. Votre dette d'hier arrive subitement à échéance aujourd'hui. En cas de non-paiement, le prix va augmenter de 300% et nous arrêterons l'approvisionnement. C'est limpide. La Biélorussie cède à son tour. La pression de Gazprom est trop forte. Мы видим реальные шаги со стороны Беларуси по урегулированию долговой проблемы, поэтому принято решение сегодня ограничения поставок не вводить. Мы ожидаем полного завершения расчетов по долгам за газ до четверга следующей недели. Tôt ou tard, toutes les ex-républiques soviétiques subissent la toute-puissance de Gazprom. Sous les yeux du monde, la Russie fait un exemple après l'autre. Décembre 2007, le vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, rencontre Poutine et son successeur désigné Dimitri Medvedev, avec qui il inaugure un nouveau gisement de gaz de BASF. Energielieferungen aus Russland decken im Bereich Gas zu fast 40% den deutschen Bedarf und das gründet sich auf eine belastbare und vertrauensvolle Energiepartnerschaft. Das darf auch in Zukunft so bleiben. En soi, le fait d'avoir un accès direct au gisement de gaz et de ne plus dépendre uniquement des gazoducs était une bonne chose. Quel degré de dépendance peut-on tolérer ? Dans un article, Steinmeier critiquera Frank Umbar, qui avait mis en garde contre une trop grande dépendance au gaz sibérien dans l'hypothèse d'une nouvelle guerre froide. Cela a conduit à une polémique avec M. Steinmeier qui disait « Non, ce n'est pas une guerre froide, c'est une partie de notre politique à l'Est. N'entrons pas dans un nouveau conflit Est-Ouest. Ce sont des idées d'un autre temps. Il nous faut une nouvelle façon de penser. » Mais dans les faits, c'est un vœu pieux. Au fond, c'est une sorte de déni de réalité collectif.
Selon une certaine école de pensée, de bonnes relations économiques assureraient des relations diplomatiques harmonieuses. Mais il ne s'agit pas là d'un désaccord historique sur le pouvoir du commerce à changer la politique étrangère. Le problème vient de cette personne, de sa politique et du danger qu'il représente. D'accord, c'est une interdépendance, mais celle du genre qui existe entre les loups et les moutons. Перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. À l'époque, je ne dirigeais pas encore la conférence de Munich sur la sécurité, mais j'étais présent. Et j'ai très bien compris que le public allemand et américain était certes très étonné par ce discours, mais qu'il ne le prenait pas réellement au sérieux. C'était la première fois que Vladimir Poutine déclarait publiquement « J'ai essayé d'être un partenaire de l'Occident, mais c'est fini ». À partir d'aujourd'hui, la Russie ne va penser qu'à ses propres intérêts. La révolution orange l'a profondément choqué. C'était en Ukraine qu'il a connu sa première grande défaite. Les révolutions de couleur fleurissaient partout dans l'espace post-soviétique. À la conférence de Munich sur la sécurité, Poutine a alors déclaré « Cette période est désormais terminée ». En 2008, Poutine est invité à un sommet extraordinaire de l'OTAN, comme souvent au cours des années précédentes. Появление на наших границах мощного военного блока будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Национальная безопасность не строится на обещаниях. Il voulait avoir l'assurance des États-Unis que l'Union européenne et l'OTAN ne s'étendraient jamais à proximité des frontières russes. Comme il ne l'a pas obtenu, il est revenu à sa véritable nature. Le gouvernement allemand continue de soutenir Poutine. Die NATO ist gegen niemanden gerichtet, schon gar nicht gegen Russland. Russland ist ein Partner. Pour la première fois depuis 1992, Vladimir Poutine envoie des bombardiers nucléaires s'entraîner à proximité des États-Unis. En 2007, Poutine reprend les vols de bombardiers stratégiques russes. Il veut notamment démontrer qu'il ne peut y avoir de pays indépendants et souverains autour de la Russie. Poutine soutient également les séparatistes de l'ex-république soviétique de Géorgie en leur envoyant des chars et des troupes russes. C'est la première guerre européenne du XXIe siècle. 2008 n'était qu'une répétition à grande échelle de ce qu'il allait faire en Ukraine. Les morts de Géorgie ne changent rien au commerce avec le gaz russe. Je ne me souviens pas qu'un seul gouvernement ait évoqué sérieusement un boycott du gaz russe à cause de la situation en Géorgie. Pendant ce temps, à Moscou, Gazprom fête ses 15 ans d'existence en tant que société anonyme. И в страны СНГ, и в дальнее зарубежье. В целом содействует обеспечению международной энергетической безопасности. Le même jour, Gazprom menace l'Ukraine par l'intermédiaire de ses propres médias. Завтра у нас уже сформирован план наших действий, связанный с ограничением поставок на объемы российского газа. À Kiev, le message est reçu 5 sur 5. Нічого не зміниться, поки Україна не стане на коліні перед Росією. Alexei Miller invite le patron de la société gazière ukrainienne. Il accuse publiquement l'Ukraine d'avoir siphonné du gaz russe. Quelques jours plus tard, Alexei Miller rend des comptes à Poutine. Welche Vorschläge haben Sie? Fragt der Gazprom-Chef Alexander Miller. Er denke daran, den Gasfluss in Richtung Ukraine zu drosseln, erwidert Miller, die Menge, die die Ukrainer geklaut haben.
Gut, dann drosseln Sie, lautet die Anordnung. Over 80% of Russia's gas exports to Europe go via pipelines which run through the Ukraine. And on this coldest day of winter, 3 of those have basically been shut down. Romania has a 75% reduction, and over here, Austria is 90% down. Može se to slobodno nazvati ratno stanje, jer dozvoliti da u 21. vijeku zatvori neko plin, mislim, tu nema alternativi. This situation is obviously very serious and needs to improve rapidly. Ces problèmes avec l'Ukraine ont fait naître des doutes quant à la fiabilité de Gazprom en tant que fournisseur. Cela ne m'a pas plu. Et j'en ai parlé avec Alexei Miller qui m'a répondu « c'est provisoire ». Je me trouvais dans le bureau de M. Miller quand il a dit à notre délégation « Dites-moi ce dont vous voulez parler. Voici le téléphone. Je l'appelle et il me dit oui ou non. Si ça concerne l'Ukraine, c'est Poutine qui décide. » Mais dans cette guerre du gaz, Poutine se veut inflexible. Les arguments de l'Ukraine ne l'intéressent pas. Peu après, la première chaîne allemande ARD s'entretient avec un dirigeant de Gazprom. Sa mission, faire endosser à l'Ukraine la responsabilité du conflit gazier. Die Ukraine hat angefangen, unser Gas aus der Pipeline zu klauen. Und als wir das mitbekommen haben, haben wir das erstmal ersetzt, was die Ukrainer geklaut haben. Es war also nicht die Frage, dass wir jemanden den Nachschub abgeschnitten haben. Les journalistes ne s'interrogent pas sur la véracité de ces propos. Les Russes sont forts en propagande. Et l'Ukraine n'a pas arrangé ses affaires avec les suspicions de corruption qui pesaient sur elle. Le pays n'a pas toujours attiré la sympathie. Les Russes ont pu ainsi plaindre les Européens d'être les victimes de l'irresponsabilité des Ukrainiens qui ne payaient pas leurs factures. Le documentaire de l'ARD donne aussi la parole à Poutine. In diesen Tagen, wo die Lieferungen durch die Ukraine gestoppt wurden, hat Gazprom ungefähr 800 Millionen Dollar Verlust gemacht. Là encore, ni les journalistes ni les politiques ne remettront cette affirmation en question. Le sentiment de sympathie envers la position russe est bien plus présent en Allemagne que dans tout autre pays. Il y avait de la méfiance vis-à-vis de l'Ukraine, pas de la Russie. Української держави. Я хочу заявити, що жодного кубічного метру російського природнього газу, як це називає російське керівництво, Україна не крала. Les Ukrainiens se défendent, mais en Allemagne, rares sont ceux qui leur prêtent attention. Ce point de vue s'appuie sur le discours allemand selon lequel l'Ukraine n'existe pas. Et si elle existe à leurs yeux, ce n'est qu'à travers des stéréotypes. L'UE finit par envoyer des émissaires pour superviser les flux de gaz. Poutine continue de se dire innocent. Я вас прошу взять тогда все необходимые документы, в том числе и контракты, здесь нечего скрывать. Это не секретный документ. My country strongly condemned Russia's actions in Georgia. We also are very troubled by using energy as a tool of intimidation. L'opération de propagande de Poutine échoue. Pourtant, depuis le siège de Gazprom, il continue d'accuser les Ukrainiens. Может быть, техническое состояние газотранспортной системы Украины находится сегодня в таком положении, что она не в состоянии прокачивать. Это тоже возможно. Но тогда нужно об этом прямо и откровенно сказать. Finalement, Poutine ouvre à nouveau les vannes. Говорит, главный диспетчер «Газпрома» ЦПТД Павлов. Прошу вас с 10 часов московского времени обеспечить подачу газа через ГЭС. Mais à ce moment-là, Poutine avait déjà atteint ses principaux objectifs avec Gazprom. Poutine a obtenu du gouvernement ukrainien que ce dernier ne demanderait pas son adhésion à l'OTAN.
Il a aussi obtenu que l'Ukraine prolonge le bail de la flotte de la mer Noire jusqu'en 2017. Toutes ces concessions ukrainiennes font évidemment partie des négociations sur l'accord gazier. Poutine conserve également ses clients allemands. Durant la crise, Alexei Miller s'était assuré que le gaz destiné à l'Allemagne continuerait d'être acheminé. À aucun moment, l'Allemagne n'a souffert de la crise du gaz avec l'Ukraine. À aucun moment. Il y a eu des interrogations. Certains ont dit qu'il pourrait peut-être y avoir des réductions dans les quantités livrées, mais cela n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais concerné les Allemands. Ce sont les autres qui ont été touchés. On m'a dit, nous représentons un tel marché que les Russes ne vont pas y toucher. Gut, dann drosseln Sie, lautet die Anordnung. À plusieurs reprises, le Kremlin s'est servi de l'énergie comme d'une arme de manière tellement spectaculaire qu'il est sidérant qu'aucun changement de politique n'ait eu lieu, que ce soit à Berlin, à Vienne ou dans tout autre gouvernement d'Europe de l'Ouest. De fait, l'Allemagne ne change rien à sa stratégie d'approvisionnement. Elle veut toujours davantage de gaz russe et au meilleur prix possible. Juste avant le conflit gazier, le directeur de BASF a inauguré un champ gazier en Sibérie. Für Deutschland bedeutet das, dass wir Gas haben, auch in der Zukunft. Das ist ja erst eine Probebohrung. Das heißt, wir werden dort in der Zukunft noch mehr Gas aus Westsibirien nach Deutschland bringen. Und für unser Unternehmen bedeutet das eine Verstärkung der Partnerschaft mit Gazprom. Nous devrions être reconnaissants d'avoir eu accès au gaz russe et aux gisements de gaz. Cela aura encore une signification pour le long terme. N'oublions pas que ce gaz était extrêmement bon marché. Si vous me permettez une analogie, le gaz russe était aussi bon marché que le sont les supermarchés Aldi. Début 2009, la chancelière Angela Merkel adresse une lettre au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour plaider en faveur de Nord Stream 1. Comme la crise avec l'Ukraine l'a démontré, écrit-elle, nous avons besoin de livraisons fiables. On aurait pu ériger des barrières et par moments ça a été le cas. C'est pour cela que les choses ont pris autant de temps. Et c'est aussi pour cela que le soutien politique de l'Europe a été primordial. Gazprom soigne ses relations avec l'UE. Chaque étape de la construction du gazoduc est fêtée en grande pompe. Lors de l'une de ces célébrations, le commissaire européen à l'énergie, l'Allemand Günther Oettinger, donne sa bénédiction au gazoduc. À plusieurs reprises, nous avons effectivement dû intervenir, notamment auprès des responsables politiques de Bruxelles. C'est exact. Gazprom seul n'était pas en mesure de faire ce travail de lobbying. Le groupe est trop lointain, il fallait des partenaires européens. Nous avons fait du lobbying commun. Aujourd'hui, si vous construisez un parc éolien en mer du Nord, vous aurez des problèmes du même genre à régler. Et ça prend plus ou moins de temps. À la fin de l'année 2010, à Berlin, Poutine s'amuse des lenteurs de l'UE et des retards pris dans l'homologation du gazoduc. Wladimir Putin. Eins habe ich nie verstanden. Womit wollt ihr eigentlich heizen? Unser Gas wollt ihr nicht? Atomenergie auch nicht? Wollt ihr mit Holz heizen? Und selbst dafür werdet ihr nach Sibirien fahren müssen. Berlin, le même jour. Vladimir Poutine, Matthias Warnig et l'ex-chancelier Schröder dînent ensemble dans un restaurant de luxe appartenant au fils de Matthias Warnig. Je ne sais pas combien de présidents français, combien de premiers ministres britanniques ont été photographiés avec Poutine, notamment dans des restaurants parisiens. Je n'en sais rien. C'est facile après coup de dire qu'on aurait dû se comporter autrement, mais ces photos prouvent qu'il y avait une vraie proximité. Le fait est qu'en Europe, tout le monde se réjouissait que les Allemands veillent à garantir un haut niveau de sécurité énergétique.
Les gouvernements suédois et finlandais étaient vivement opposés au gazoduc, non seulement par souci environnemental, mais aussi pour des raisons géopolitiques. Les renseignements militaires suédois ont émis un avertissement qui disait que ce gazoduc pourrait servir à espionner la Suède. La Suède a souvent eu la visite de sous-marins russes. Ils étaient très inquiets qu'ils utilisent le gazoduc et certaines plateformes de Nord Stream pour espionner la Suède. Gerhard Schröder reprend son bâton de pèlerin pour Gazprom. Lorsque Schröder était chancelier, quasiment tous les pays européens étaient dirigés par les sociodémocrates. C'était un réseau de pouvoir. Schröder contacte un ancien Premier ministre suédois. Göran Persson et Gerhard Schröder sont de vieux potes. Persson a été l'un des premiers politiques de haut rang à parler de la crise climatique et à critiquer violemment le lobbying. En 2007, il a reçu un appel téléphonique de Schröder qui l'a invité à déjeuner. Après ce déjeuner, Göran Persson a annoncé son embauche comme consultant dans une agence suédoise de relations publiques, liée à E.ON, le géant allemand de l'énergie et l'un des actionnaires de Nord Stream. Gazprom veut également intervenir en Finlande. Schröder est chargé de convaincre un haut responsable politique finlandais de coopérer. Il leur fallait absolument quelqu'un de haut placé pour défendre leurs intérêts. Ils ont trouvé Paavo Lipponen. Paavo Lipponen a été président du Parti social-démocrate de Finlande. Il a aussi été Premier ministre pendant 8 ans. Lipponen a été invité à Berlin où il a été reçu par Schröder et Matthias Warnik, l'ancien officier de la Stasi. Paavo Lipponen devient un lobbyiste rémunéré par Nord Stream. Il a joué un rôle essentiel pour persuader les politiciens de son pays que Nord Stream serait une bonne chose pour la Finlande, pour la Scandinavie et pour l'Europe tout entière. Nous allons garantir l'approvisionnement en gaz. Sa mission était de convaincre le gouvernement finlandais et ses concitoyens. Et il y est parvenu. Dans le golfe de Finlande, Vladimir Poutine visite le chantier du gazoduc. C'est l'occasion pour lui de montrer que la Russie se rapproche de l'Europe. Les Russes ont été extrêmement futés quand ils ont recruté tous ces anciens dirigeants politiques et leur ont rempli les poches. Y a-t-il eu de quelconques conséquences? Aucune. Ils mènent tous la belle vie aujourd'hui. Le gazoduc est devenu réalité. En septembre 2011, Poutine et Schröder ouvrent symboliquement les vannes. Désormais, l'Allemagne mise tout sur le gaz, en raison d'une catastrophe survenue quelques mois plus tôt. La catastrophe de Fukushima a plongé dans la peur les politiciens non seulement japonais, mais aussi européens face au danger de l'énergie nucléaire. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. À l'époque, nous avons clairement dit « Très bien, mais dans ce cas, il va falloir investir davantage dans le charbon et surtout dans le gaz. » Cette transition énergétique reposait intégralement sur le gaz. L'Allemagne s'en est trouvée encore plus vulnérable. Et sa dépendance au gaz russe n'a fait que s'accélérer. Ladies and gentlemen, please welcome Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany. Und dann wird Nord Stream seinen Teil dazu beitragen, dass Europa auch in Zukunft über eine sichere Gasversorgung verfügt. Outre Merkel, les premiers ministres français et néerlandais sont également présents. Le gaz destiné à l'Europe de l'Ouest sera désormais acheminé par Nord Stream 1. Et de moins en moins de gaz passera par l'Ukraine et la Pologne. Donnez-moi un seul exemple grâce auquel l'un de ces gazoducs ou l'un de ces contrats énergétiques a fait de la Russie un pays plus ouvert et plus démocratique. Vous n'en trouverez aucun. À mon avis, les dirigeants allemands en étaient parfaitement conscients. Et pourtant, ils ont tout accepté. En fait, je crois même qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas de la naïveté de leur part, mais de la cupidité.
Au cours des années suivantes, cette attitude ne changera pas. De nombreux responsables politiques allemands se rendent en Russie. En 2019, Michael Kretschmer, ministre-président du Land de Saxe, signe un nouveau contrat gazier. Et le lobbyiste Gerhard Schröder fait la promotion d'un nouveau gazoduc russe. Et il n'hésite pas à dénoncer les adversaires du projet. Die dänische Politik gefährdet seit Monaten einen termingerechten Abschluss. Denn während in Russland, Schweden, Finnland und auch Deutschland bereits gebaut wird, steht eine Genehmigung aus Dänemark weiterhin aus. Und das hat zu tun mit politischem Druck aus den USA und natürlich auch der Ukraine. À bien des égards, la corruption est un outil stratégique du Kremlin. C'est ainsi que le système russe fonctionne, et les Russes exportent désormais ce système. Je pense qu'ils ont été surpris que l'Ouest l'adopte aussi facilement. Un siège dans un conseil d'administration, un contrat très lucratif. Quand on considère que c'est la sécurité énergétique ou nationale d'un pays qui est en jeu, ce n'est pas cher payé. L'ancien ministre autrichien de l'économie est conseiller en chef pour Nord Stream 2. Karin Kneißl, l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, a invité Poutine à son mariage. Liebes Brautpaar, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zur Eheschließung und Bildung einer neuen Familie. L'ancien Premier ministre français, François Fillon, siégeait au conseil d'administration de non pas une, mais deux sociétés russes liées au pétrole. Et la liste ne s'arrête pas là. Il est cependant un pays que Poutine ne perd jamais de vue, l'Ukraine. Surya Jayanti a travaillé à l'ambassade des États-Unis à Kiev. Elle a été témoin des pressions exercées par la Russie. Une bonne partie de la corruption en Ukraine vient de la Russie, dont l'ingérence malveillante se manifeste notamment dans le secteur du gaz. Dans ce contexte, un Ukrainien joue un rôle essentiel, le milliardaire Dmytro Firtash qui vit en exil à Vienne et qui a fait fortune grâce au gaz, mais aussi grâce à la complaisance de Gazprom. Dmytro Firtash est un oligarque ukrainien. Il a des billes dans tous les secteurs, que ce soit dans les médias ou dans l'énergie. Sa fortune provient entre autres des énormes quantités de gaz ukrainien qu'il a volé en siphonnant les gazoducs. Gazprom a laissé faire. Aujourd'hui encore, Dmytro Firtash nie avoir fait quoi que ce soit d'illégal, mais les autorités américaines réclament son extradition d'Autriche. Firtash a été inculpé par le gouvernement américain pour corruption. Il est très lié à la mafia russe et à Poutine. Dmytro Firtash avait créé une société avec des partenaires russes. Gazprom avait plus de 160 filiales. L'argent pouvait circuler et changer de main sans qu'on ne sache jamais où il allait. À mon avis, ces sociétés écrans servaient au mouvement de fond pour la corruption des politiques. Nous savions tous qui était derrière tout ça. L'entreprise de Firtash a été créée pour verser des pots de vin aux politiciens. Ils se seraient donc servis des revenus du gaz pour corrompre l'Ukraine et s'enrichir eux-mêmes. Oui, c'est ce que je crois. Au début des années 2000 et même après, une grande partie du gaz était importé en Ukraine pour être réexporté en Europe par le biais d'une société très opaque appelée Ros-Ukr-Energo, dans laquelle trempaient des hommes d'affaires russes et ukrainiens. En 2010, Firtash soutient le candidat pro-russe Viktor Yanukovych, qui après sa victoire électorale oriente l'Ukraine vers la Russie. Ces personnes avaient une influence politique en Ukraine, et certaines d'entre elles étaient des agents russes. Il était évident que la Russie se servait de l'argent de Gazprom pour influencer les hommes politiques ukrainiens. Et j'ai toujours pensé qu'après avoir corrompu la vie politique ukrainienne, le commerce du gaz corromprait celle de l'Allemagne. Merkel ne se détourne ni de Poutine ni de la Russie. Ich finde das richtig. Europa und Russland sind strategische Partner, die sicherlich ihr Potenzial der Kooperation längst noch nicht ausgeschöpft haben.
À la suite d'une modification de la constitution russe, Poutine est réélu président. We won. We won after an open and honest fight. Le jour de la troisième investiture de Poutine, des dizaines de milliers de personnes manifestent à Moscou et accusent le président de corruption. Celui-ci réprime violemment la contestation. L'Ouest se voilait la face. On ne voulait rien changer à nos affaires, à nos comportements ou à nos projets. Alors que Poutine ne cessait de dire « Je vous déstabiliserai tant que vous ne prendrez pas mes intérêts au sérieux ». La Russie investit de plus en plus d'argent pour tenter de déstabiliser l'Ukraine. En 2013, le président Yanukovych doit ratifier un rapprochement avec l'Union européenne. Son refus de le faire plonge son pays dans la crise. Viktor Yanukovych s'est présenté à un sommet spécial de l'Union européenne et il nous a dit « L'autre camp nous a fait une meilleure proposition ». Les chefs d'État et de gouvernement européens lui ont répondu « Voilà ce qu'on vous propose, nous n'irons pas au-delà ». Alors Yanukovych a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, ce que voulait Poutine. Le résultat, ça a été la révolution de Maïdan. L'étincelle donne lieu à une explosion. Finalement, Yanukovych s'enfuit et s'exile en Russie. En août 2015, j'ai commencé à travailler au département d'État américain comme conseiller en sécurité énergétique européenne. J'ai pris mes fonctions un an après que la Russie a illégalement envahi le Donbass et annexé la Crimée. À l'époque, on croyait le projet Nord Stream 2 enterré. L'idée d'accroître encore la dépendance à l'énergie russe semblait complètement aberrante. Mais moins d'un an plus tard, Nord Stream 2 était de retour et le spectre du gazoduc de Poutine venait à nouveau tourmenter l'Europe. Le contrat pour la construction du gazoduc Nord Stream 2 est signé en Sibérie en septembre 2015. Pour moi, ce contrat n'était pas un piège. Actuellement, tout le monde est sous le choc de l'invasion et de la guerre en Ukraine, qui est une horreur et que rien ne peut justifier. Mais affirmer que notre stratégie nous a menés dans un piège, je trouve cela exagéré. Peu avant l'invasion, Alexei Miller se rend à Berlin. Il accuse une nouvelle fois l'Ukraine. Да, на Украине политический глубокий кризис, но за газ платить надо. Et Alexei Miller prépare une autre surprise. Même moi, je ne pensais pas que l'Allemagne serait naïve au point de vendre ses capacités de stockage à Gazprom. Cette vente est arrangée en 2012 par une filiale de BASF. Pour cette vente, il fallait l'accord de l'État. L'État aurait pu dire « Non, nous voulons rester propriétaires de nos réservoirs ». Mais cela n'a pas eu lieu. Au contraire, car nous avions besoin de davantage de gaz. Les réservoirs sont vendus en 2015 avec la bénédiction du ministre de l'économie d'alors, Sigmar Gabriel. En échange, nous avons obtenu encore plus de parts de marché, encore plus de gisements de gaz, ce qui était notre objectif. Conformément aux souhaits de la chancelière Angela Merkel et du vice-chancelier Olaf Scholz, le chantier de Nord Stream 2 se poursuit. J'ai vu à plusieurs reprises des données préparées par Gazprom. Dans les ministères allemands? Oui. Et ces personnes étaient des personnes haut placées du ministère de l'économie allemand. C'est-à-dire le ministre et les secrétaires d'État? Oui. Très haut placés. La propagande a profondément pénétré le système. Selbst im Kalten Krieg war Russland ein verlässlicher des Kalten Krieges kein Problem hatten mit Gas aus Russland. Es handelt sich um ein privatwirtschaftliches Projekt. Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen. Я переживаю за Украину, что, переведя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния. Прошу прощения за то, что прерываю вас. Вы считаете, что такой сценарий возможен? Вы оцениваете его вероятность относительно... Pourquoi avez-vous dit ça? Parce que c'est vrai.
Gazprom fait partie de l'armée russe. C'est une de leurs armes. Le gazoduc Nord Stream 2 est achevé peu avant que Poutine ne donne l'ordre d'attaquer l'Ukraine. Сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки Северный поток-2. 7 mois après le début de l'agression contre l'Ukraine, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont victimes d'un sabotage à l'explosif. Une conduite reste intacte. Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, там одна ветка Северного потока-2, судя по всему, готова, мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют кран и все.